Vous regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité au Niger. Le président Abdourahmane Tiani a été accueilli triomphalement la semaine dernière à son retour à Niamey, marquant ainsi l'apothéose de sa tournée nationale présentée comme historique depuis l'arrivée au pouvoir du CNSP en juillet 2023. Et pour en parler, je le reçois sur ce plateau, Noureddin Diallo. Merci de nous rejoindre. Bonjour Charlotte et merci pour votre invitation. Vous avez suivi également cette actualité du Niger. Selon vous, quelle était justement la philosophie générale derrière cette tournée, une visite de proximité du président à travers le Niger? Oui, le général Abdourahmane Tiani est parti à la rencontre des populations au fin fond du Niger pour plusieurs raisons. La première, il fallait s'y rendre pour consolider le projet de la refondation qui est en cours. Il fallait partir également pour tester sa propre popularité ainsi que sa propre légitimité. Et c'est ce qu'il est parti faire. Et très clairement, on a constaté qu'effectivement, sur le terrain, et le général Abdourahmane Tiani est très populaire. Il est également très légitime quand on voit l'adhésion populaire, quand on voit comment ça s'est déroulé, l'engouement, quand on voit la liesse populaire. Parce qu'il est parti, il faut le rappeler, dans les hameaux, dans les villages, dans les grandes villes. Bref, il est parti pour voir l'état du territoire, voir les acteurs locaux et consolider son projet de développement, son projet de refondation, mais aussi ses actions de développement. Vous savez qu'il a initié également le projet sur la grande irrigation du Niger. Donc il fallait partir sur le terrain pour voir comment l'état d'avancement de tout ceci. Et cette tournée nationale est intervenue au moment où la question sécuritaire dans le Sahel reste préoccupante. Une visite que le président a pu effectuer par voie terrestre, donc à travers le pays, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, vous avez bien fait de le rappeler. C'est un périple qui a été carrément effectué parce que là, il a parcouru près de 4000 km par voie terrestre. Donc l'objectif pour lui, c'est de visiter, de revoir le Niger de fond en comble, de parler avec ses concitoyens, de discuter avec eux, de recueillir les attentes et de voir effectivement comment les populations restent engagées et mobilisées pour la lutte anti-impérialisme, pour la lutte anti-terroriste, mais aussi pour la lutte et pour la refondation en lui donnant tout un contenu économique. Est-ce à dire aussi que sur le plan sécuritaire, la situation est de plus en plus sous contrôle? Mais bien sûr, vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a rien eu du tout. Et ça tranche avec le narratif ou le discours des ennemis, c'est-à-dire le narratif des impérialistes qui disaient que le général était terré à Niamey parce que le pays n'est pas sécurisé, comme quoi il ne pouvait pas aller à la rencontre des Nigériens qui sont au fin fond du pays. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez vu que à toutes les étapes, vous avez vu l'accueil, il a bu du lait, il a bu du thé, il a pris de l'eau et vous avez vu à chaque fois on lui accrochait au cou des attributs culturels de chaque région. Et vous avez vu qu'entre lui et le peuple, c'est vraiment une entente. Les gens le touchaient presque, les gens l'abordaient. Donc il y a eu un contact vraiment direct et franc avec son peuple. Donc désormais, tout le monde a bien vu qu'entre le peuple nigérien et le général Abdourahmane Tiani, c'est l'entente, c'est une symbiose vraiment très poussée. Mais pourquoi avoir attendu 2 ans pour aller vers le peuple dans toutes les contrées du pays? Le CNSP est au pouvoir depuis juillet 2023. Bon, les contextes dans lesquels le président Tiani est arrivé au pouvoir ont entraîné des pressions supplémentaires en plus de la pression sécuritaire. Vous avez vu la pression diplomatique qui s'est exercée sur le Niger. Vous avez vu également la pression militaire qui s'est exercée. La CEDEAO était carrément prête à envahir le pays. Et c'est dans ces contextes que les sanctions iniques et cyniques sont tombées sur le pays. Donc il fallait garder la tête froide. Il fallait travailler stratégiquement. Et c'est ce que le général a passé le temps à faire à Niamey. Bien vrai que toutes les régions sont gouvernées, dirigés par des militaires qui sont membres du CNSP et que le travail se faisait et que l'information remontait. Donc il fallait aussi mettre des stratégies en place pour donner un contenu économique et satisfaire les populations. Donc tout ça s'est fait pendant 2 ans. C'est le moment pour choisi par le général pour aller à la rencontre des Nigériens
et pour voir comment les Nigériens assimilent son projet de refondation et quelles sont les touches qu'on peut apporter pour corriger. Et vous avez vu qu'il a commencé cette tournée d'abord par Tillabéri. C'est pour des raisons d'itinéraire. Parce que Tillabéri, c'est la région la plus proche de Niamey, la capitale, où est le palais présidentiel. Donc, il est passé par Tillabéri d'abord. Tillabéri, c'est vers le Mali. Donc, quand vous allez à Tillabéri, la suite, c'est le Mali. Donc, il faut revenir maintenant à Niamey, reprendre la route pour aller vers Dosso. Et quand vous arrivez au rond-point Toubal à Dosso, c'est là où carrément la voie se divise en deux. À droite, vous allez à Gaïa et vous allez vers la frontière. Et ensuite, il faut trouver des bifurcations pour revenir à Dosso, pour remonter à Dogondouchi, aller à Koni, aller à Tawa, aller à Maradi et continuer vers le fin fond du Niger. Merci pour cette précision. Je rappelle que vous connaissez ce pays où vous y avez vécu également une tournée nationale du président Abdraman Tiani donc pour consolider le projet de refondation nationale. Mais quelles ont été selon vous les attentes les plus fréquemment exprimées par les populations rencontrées? Pour ce qu'on a pu voir, véritablement, ce qui a intéressé les populations, les attentes qui sont fréquentes et qui sont revenues souvent, c'est la consolidation de la souveraineté nationale. Parce que c'est une aspiration profonde des Nigériens et des peuples du Sahel. Donc il fallait, les populations l'ont relevé, ils ont bien accueilli favorablement ce projet de refondation. Les populations souhaitent également qu'on lui donne un contenu économique, c'est-à-dire la lutte contre la vie chère. Les populations veulent l'amélioration du panier de la ménagère et c'est à ça que répond justement le projet de la grande irrigation initié par le président Tiani. Et donc, il fallait aussi aller voir comment tout ça est mis en œuvre sur le terrain. Et également, il a été question à Dosso, par exemple, de la deuxième raffinerie donc, du Niger. Donc, le Niger va faire une deuxième raffinerie. Et vous avez vu que tout ça est utile parce que récemment, lorsque le Mali a été pris dans une pénurie terrible de carburant, c'est le Niger qui est venu à la rescousse avec des centaines de camions-citernes pour aller satisfaire le voisin, le frère malien. Donc l'énergie, c'est important pour que l'AES, cette lutte puisse fonctionner. Et le Niger a vu juste, le général Tiani a vu juste en travaillant sur ce projet. Donc il est parti voir l'état d'avancement et justement les travaux vont bien évoluer maintenant. Il a insisté lors de sa tournée nationale sur la nécessité de tenir un dialogue direct avec les communautés locales. Mais quel intérêt de créer donc ce contact avec les populations sans intermédiaire? Mais d'abord, il faut dire que la tournée, c'est une tournée pour communier avec le peuple. Et la nécessité de maintenir un dialogue franc et direct avec le peuple participe de la légitimité. Ensuite, ça permet quand même au président d'avoir directement des renseignements fiables sur le terrain. Le président Tiani est probablement le deuxième chef d'État nigérien le plus renseigné après Seyni Kounché. Vous avez vu que sur le terrain, il donne même des chiffres, il donnait des informations précises sur les réunions des ennemis, où est-ce que ça a été tenu, combien de personnes, etc. etc. C'est tellement précis que beaucoup d'observateurs sont pris de panique et pensent que ce n'est pas vrai. Mais en réalité, c'est parce que le général Tiani est très renseigné, il est très informé. Il a les détails au millimètre près de ce qui se trame contre son pays. Et donc, communier et garder ce contact direct avec le peuple participe à renforcer l'information. Parce que la guerre contre le djihadisme, la guerre contre l'impérialisme nécessite évidemment beaucoup d'informations crédibles. Et cet aspect des choses participe à renforcer justement le général et à mieux le fournir en matière donc de renseignement. Mais en même temps, ça permet aux populations d'être au parfum de tout ce qui est décidé au plus haut niveau, et bien que justement le CNSP et l'administration sont représentés par les services déconcentrés et décentralisés au niveau de chaque région. Didier Alou, vouloir un dialogue au moment où le peuple attend également d'être situé sur le sort de l'ancien président déchu, Monsieur Bazoum, trouvez-vous ce souhait sincère? Oui, ben absolument. La page Bazoum est tournée aujourd'hui au Niger. Il n'y a plus la page Bazoum est toujours tournée. Oui, il est toujours gardé. Bon, certainement, parce que peut-être qu'il représente une menace. Ou peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui lui sont reprochées. On a eu dire qu'il y aura un jugement
sur certaines affaires qui l'accablent. Mais jusqu'à présent, ce jugement, ce tribunal ne s'est pas encore réuni pour le faire. Mais je pense que tout se fera au moment opportun et certainement que si jugement il y a, ce serait effectivement des jugements publics et que chacun saura et ce qui lui est reproché. Donc pour l'instant, le peuple nigérien et le président Tiani sont focus sur la consolidation du projet de refondation et son focus également sur les projets de développement. Donc, pour l'instant, Bazoum, sa page est totalement tournée au Niger. Cette tournée a révélé un fort soutien populaire au CNSP. Comment traduire donc cette adhésion en action concrète de gouvernance? Tout à fait. Et ce qui est formidable, c'est qu'après cette tournée, le président a recueilli les avis, les attentes des populations. C'est sûr que tout ça va contribuer à réorienter et à mettre l'accent sur des aspects qui ont été recueillis sur le terrain pour améliorer davantage et transmettre et transcrire en action de développement pour mieux satisfaire la population, certainement. Le président a également réaffirmé à Gaïa, par exemple, que la frontière avec le Bénin restera fermée tant que la situation de l'autre côté de la frontière ne sera pas stabilisée. Mais comment Romia Douadani, par exemple, candidat à la présidentielle de 2026 et fiole dauphin du président sortant Patrice Talon, si jamais il est élu, comment pourra-t-il gérer cet héritage diplomatique ou devrait-il le faire? Oui, c'est vrai que entre le président Abdourahmane Tiani et le président Patrice Talon, les relations n'ont pas très bien passé et tout le monde sait comment et dans quelles circonstances, dans quel contexte tout ceci est arrivé. Mais je dois dire une chose, c'est qu'entre le peuple béninois et le peuple nigérien, il n'y a vraiment pas un problème. Le général Tiani l'a d'ailleurs rappelé toutes les fois qu'il a pris la parole, toutes les fois où il est sorti médiatiquement, il a toujours précisé qu'il n'y a pas un problème entre les deux peuples. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que pour l'instant, Romuald Ouadani, bien qu'il soit le dauphin du président Talon, il n'est pas le président Talon. Et donc, sa politique, nul ne peut prévoir si sa politique sera exactement, en tout cas en matière diplomatique, la même politique menée par le président Talon. Ce qui est important de relever ici, c'est que les deux peuples sont complémentaires. Et les deux armées peuvent mener des actions synergiques pour mieux faire face au phénomène du terrorisme. Alors, pour l'instant, Romuald Ouadani, il ne serait pas judicieux ou bon de se précipiter pour porter des jugements sur lui, bien qu'il soit, comme vous le rappelez, le dauphin du président Talon. Mais vous savez que, je vous donne un exemple, ici, vous travaillez à New York, vous êtes présentatrice, mais vous n'êtes pas la directrice générale. Peut-être que le jour, si les circonstances font que vous prenez la direction, peut-être que vous feriez les choses différemment. C'est la même chose. On attend que Romuald Ouadani prenne le pouvoir au Bénin, et ensuite on verra quelle sera son offre diplomatique pour les pays voisins, pour les pays d'à côté. Mais je peux déjà vous dire que les informations qui circulent font état de ce que Romuald Ouadani, lui, il est plus souple dans ses relations, il est moins conflictuel que son mentor, le président Patrice Talon, qui lui a sa vision des choses. Donc je pense que ce qui est fondamental à noter ici, c'est la nécessité pour les deux pays à travailler ensemble, à transcender les clivages et pour donner des résultats en matière sécuritaire et de développement pour les deux peuples. C'est ça qui est important. Je pense que les deux présidents, quand Romuald Ouadani prendra le pouvoir, c'est sûr qu'il trouvera les moyens de renouer contact et de changer cette forme de diplomatie qui est crispée et qui empêche, si vous voulez, toute coopération militaire entre les deux peuples pour faire face donc à la menace terroriste. La frontière terrestre, pour être plus précise, entre le Bénin et le Niger est donc restée fermée depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Oui. Mais du côté du Niger, quelles sont les alternatives proposées aux commerçants, aux usagers de cette voie? Non, pour l'instant, les échanges, en tout cas au niveau de Malanville et de Gaïa, les échanges se font toujours par bac motorisé sur le fleuve avec tout le coloré que nous connaissons à travers quelques noyades, etc. et les difficultés qui sont liées
au transbordement des marchandises de chaque côté. Et depuis l'avènement du CNSP, l'itinéraire qui est mis en œuvre ou bien qui est observé, c'est l'axe Lomé, Ouagadougou et Niamey. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et puis bon voilà, donc avec le temps, on verra quel sera le nouveau développement donc de cette situation. Plusieurs défis sécuritaires persistent dans certaines régions du pays. Comment le Niger gère la question sécuritaire à ce jour? Le partenariat avec la Russie reste-t-elle toujours porteuse? Mais bien sûr, d'abord vous avez vu la tournée il y a eu deux faits majeurs qu'il faut noter. La tournée du général Tiani au fin fond du Niger vient démentir catégoriquement le narratif impérialiste qui pense que le Niger n'est pas un pays sécurisé. Vous avez vu quel est l'engouement et comment ça a suscité un intérêt général et particulier pour les peuples de voir leur président. Et vous avez vu que tout le trajet a été fait, si ce n'est le retour sur Niamey, tout le trajet a été fait par voie terrestre. Et nulle part, nous n'avons remarqué qu'il y avait des situations difficiles ou des difficultés sécuritaires sur le territoire. Tout s'est absolument bien passé de Niamey à Agadez, en passant par Difa, etc. Bon, maintenant, ça veut dire que le Niger n'a cédé aucune portion de son territoire aux djihadistes. En ce qui concerne le partenariat avec la Russie, c'est un partenariat qui est franc et qui porte des fruits. D'ailleurs, je vous annonce que la récente rencontre entre le président du Conseil togolais et le président Vladimir Poutine de la Russie a été très largement bien appréciée par les peuples du Sahel. La question sécuritaire au Sahel était au cœur des discussions. La question sécuritaire au Sahel était au cœur et le président du Conseil, vu ses relations avec quand même les dirigeants de l'AES, c'est des relations qui sont au beau-fils et c'est certainement cela qui lui a permis de remercier très franchement, et là nous saluons et nous apprécions la franchise et l'honnêteté du président du Conseil. Le Togo reste un partenaire stratégique. Absolument, le Togo est un partenaire stratégique bien sûr de l'AES et qui désormais est en train aussi de travailler pour, et on a vu, en tout cas pour ce qu'on a pu constater, que la Russie puisse être un autre partenaire, une alternative dans la lutte anti-terroriste Moscou a annoncé pour la région. La réouverture de son ambassade à Lomé au Togo. Et quels avantages y voyez-vous pour la consolidation justement des partenariats avec d'autres pays de la région, notamment l'AES? Lomé, absolument, est une capitale crédible parmi tant d'autres aujourd'hui dans la sous-région en matière diplomatique. Récemment, nous avons assisté à l'organisation du deuxième forum de paix et de sécurité ici même à Lomé. Nous avons vu que le président du Conseil a également participé à l'initiative d'Akwaba. Et nous avons vu aussi comment ça s'est passé en Russie. Et quelques jours avant la rencontre de Russie, nous avons vu comment le Togo, en tant que médiateur de la crise dans la région des Grands Lacs, a été associé à la conférence de paix et sécurité à Paris. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que Lomé constitue un socle. Lomé est un hub aujourd'hui en matière diplomatique et que la voix de Lomé compte sur le plan diplomatique à l'international. Donc ce que aujourd'hui le président Faure ne travaille plus seulement pour lui-même ou pour son peuple. Il travaille, c'est un leader aujourd'hui panafricaniste qui travaille pour également, qui pense à tous les peuples d'Afrique. Et ceci est à saluer. Et je rappelle encore une fois que son action a été très appréciée. En tout cas, si vous regardez sur les commentaires qui fusent de part et d'autre sur la toile, vous voyez que les échos qui viennent de l'AES sont de très bons échos. Au Niger, les populations reprochent souvent à l'État un manque de présence sur le terrain. Pensez-vous que cette tournée nationale du président Tiani contribue à réduire cette distance institutionnelle? Oui, mais plus le défi, plus le pays est vaste, le défi de la représentation institutionnelle constitue un vrai défi. N'oubliez pas, je vais vous donner un exemple, le Niger, c'est 1 500 000 km² presque. Hein?
ça fait 3 fois et demi la France. Le Niger, il faut 5 Côte d'Ivoire pour faire donc le Niger. Et je ne vous décevrai pas en vous disant qu'il faudra 23 fois et demi le Togo pour constituer un pays comme le Niger. Donc, et puis, il y a une grande partie également du Niger qui est désertique, où les populations sont installées dans des hameaux qui sont très éloignés des grandes métropoles. Donc, et justement, et comment est-ce que le gouvernement central travaille à rassurer tous les Nigériens de la prise en compte de leurs préoccupations? Tout à fait. Vous savez que le régime qui est au pouvoir à Niamey, c'est un régime militaire. Et en matière de gestion administrative, quand même, les militaires ont montré le savoir-faire. Et aujourd'hui, cette tournée du président Tchiani a permis également de voir comment l'administration est représentée, de voir l'état général du territoire, et certainement que, au vu des observations qui ont été faites, le président prendra la disposition pour mieux rapprocher donc l'administration du peuple. Et depuis que le président Tchiani est arrivé, vous avez vu les décisions qui ont été prises en matière de santé, en matière d'éducation, où les frais scolaires ont été carrément réduits ou supprimés, et où également en matière de santé, la gratuité des soins de santé, la césarienne gratuite, tout ceci a un contenu. Et donc, avec le général Tchiani, l'administration publique, les services publics ne font que davantage se rapprocher des administrés. Les images ont montré une forte mobilisation populaire à Niamey lors du retour du président Tchiani à la fin de sa tournée. Pour certains observateurs, c'est une démonstration de force. Le pays pourra-t-il organiser des élections dans les années à venir? Non, je ne pense pas que pour l'instant cela soit une priorité. C'est vrai que par endroits, on entend de pas et là des chuchotements ou des discours. Ça reste des rumeurs. Ça reste des rumeurs, mais pour quel intérêt? Parce que pour l'instant, le général Tchiani, les assises nationales lui ont accordé 5 ans modulaires. Ça veut dire que s'il finit les 5 années de gouvernance, il a encore la possibilité de faire 5 autres années pour continuer à implémenter donc le projet de refondation. Donc je ne trouve pas cela très pertinent que pour l'instant on parle d'élection. L'AES s'apprête à tenir le premier sommet des chefs d'État de l'organisation dans un mois. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, sont réunis hier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour une réunion préparatoire. Le Niger serait-il prêt à prendre, selon vos analyses, la gouvernance tournante de cette institution après le mandat exercé par le Mali? Avant de répondre à votre question, vous avez pu observer avec moi que le retour de Niamey, le général, après sa tournée, son retour a suscité une grande adhésion et une grande mobilisation populaire à Niamey. Bien que Niamey ne soit pas la région la plus peuplée du Niger, bien que la région de Niamey ne soit pas la région la plus vaste du Niger, cette forte adhésion, cette forte mobilisation de la région de Niamey est une mobilisation qui a été faite par le général de division Assouman Harouna, 10 plaquettes, qui, lui, il a tenu que cette mobilisation générale à Niamey soit faite pour démontrer qu'en réalité, Niamey est le cœur de la refondation. Et c'est comme tel qu'il faut comprendre la grande mobilisation de Niamey. Pour le sommet des 22 et 23 décembre, prochain je crois que c'est à Bamako, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un sommet qui sera essentiellement consacré à la consolidation de l'intégration régionale, à la sécurité, à la géopolitique, à la souveraineté numérique, etc. Et la question de la banque d'investissement, elle sera certainement évoquée. La question de la monnaie de l'AES, peut-être aussi, on aura des informations crédibles sur ça. Mais je ne pense pas que la question de la présidence tournante de l'AES soit un enjeu. Les autres sujets, vous savez, l'AES n'est pas dans la concurrence de leadership. L'AES avance et les politiques sont harmonisées
et globalisé. Donc, que ce soit le général Tiani, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré qui prennent le relais à la présidence de l'AES, je ne pense pas que ce soit ça l'enjeu. L'AES n'est plus dans l'émotion ou dans la guerre de leadership. Et pensez-vous que la question de l'adhésion à cette organisation sera également à l'ordre du jour lors du sommet? En tout cas, pour l'instant, les pays membres de l'AES sont en train d'abord de consolider les bases de l'Alliance et d'élaborer donc les conditions d'adhésion. Donc je pense que fondamentalement, ce sommet va nous donner des réponses claires sur les questions que je viens d'évoquer. C'est plus un sommet pour renforcer donc l'Alliance qu'un sommet où on va voir émerger une guerre de leadership. Cette tournée du président Abdourahmane Tiani à travers le Niger, un point positif selon vous? Bien sûr, tout à fait, c'est un point très positif puisque ça lui a permis également de rencontrer toutes l'administration militaire décentralisée, de discuter avec toutes les garnisons, les hommes de rang, les hauts gradés qui sont dans les régions pour harmoniser, enfin pas pour harmoniser, pour leur expliquer et discuter, recueillir les attentes. Tout ça, je pense que c'est un gros coup que le président vient de marquer et ça tranche avec le narratif des impérialistes. Et pour terminer, comment maintenir alors ce lien direct créé avec les citoyens à l'avenir? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les régions sont administrées par des gouverneurs. Et la plupart, en tout cas tous les gouverneurs, si je ne me trompe pas, sont membres du CNSP qui est aux affaires. Et le CNSP est donc représenté de façon décentralisée par ses gouverneurs qui tiennent les populations en haleine, qui discutent et qui font remonter les informations pour que les meilleures décisions soient prises au sommet de l'État. Une chose extraordinaire, c'est que le projet de la grande irrigation aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Vous allez aujourd'hui au Niger, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité, en tout cas tout ce qui peut être fabriqué ou cultivé au Niger, les prix sont drastiquement baissés. Ce n'est plus comme au lendemain de la prise du pouvoir du CNSP où les prix ont flambé, où un sac de 25 kg de riz est vendu à près de 30 000 ou 25 000. Donc aujourd'hui, vous voyez, au Niger, les denrées alimentaires, les céréales ont baissé et même le riz aujourd'hui, vous trouvez du riz de 25 kg pratiquement à 9 000 et 10 000 francs. Donc c'est pour vous dire que la souveraineté alimentaire, elle est en train de donner des fruits au Niger aujourd'hui et que tellement le Niger va consommer ce qu'il va cultiver qu'il pourra en revendre certainement à d'autres. Et ça, c'est le combat que tous les Africains devraient mener. Merci Nourdine Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.